Nat Geo Wild. Le cône chasse de nuit. Il repère un poisson endormi grâce à son odorat, puis lance son harpon empoisonné. C'est comme une aiguille hypodermique qui injecte le venin. Celui-ci se répand dans tous les organes, le cœur et même les muscles. La paralysie est instantanée. Le cône avale le poisson tout entier alors qu'il est encore vivant mais paralysé. Lorsqu'il vise un petit poisson, il lui règle son compte en 10 secondes chrono. Ça doit être un horrible cauchemar pour un poisson endormi. Imaginez que vous êtes dans votre lit douillet quand une énorme trompe passe par la fenêtre de votre chambre, vous pique avec un harpon de la taille d'un piquet de clôture, vous tire par la fenêtre et vous avale vivant. C'est le pire des cauchemars. Même Hollywood ne va pas jusque-là. Les humains ne se feront pas manger tout cru, mais le venin agit de la même façon. Ce sont les cônes mangeurs de poissons qui sont dangereux pour nous. Leur venin s'est adapté pour tuer des poissons qui sont des vertébrés. Et il agit aussi efficacement sur nous qui sommes aussi des vertébrés. On trouve des cônes en Australie, mais l'espèce commune la plus dangereuse affectionne les tropiques. Ils vivent sur les plateaux coralliens, là où les gens font de la plongée libre ou marchent sur les hauts fonds. Ils s'enterrent durant la journée et sortent la nuit pour chasser. Leur coquille peut atteindre la taille d'une main humaine et leur harpon s'éjecte en 1/1000e de seconde. C'est le mécanisme le plus rapide de l'océan. C'est plus puissant qu'une balle à grande vitesse. Cette vitesse permet à la pointe de pénétrer une combinaison de plongée mouillée aussi facilement que la peau nue. On ne peut pas ramasser ces coquillages sans danger, parce que la trompe peut s'étirer, s'enrouler et vous harponner. Le cône ne vous veut pas de mal, mais si vous le ramassez, il peut attaquer pour se défendre. Les gens qui sont morts sont ceux qui ont ramassé un joli coquillage, l'ont mis dans leur poche et sont allés nager. Quelques instants plus tard, ils ont été paralysés et se sont noyés. Même les spécialistes ne sont pas à l'abri. Les risques sont permanents. Des risques dont ils ne sont que trop conscients, mais qui les prennent encore par surprise. Un homme qui les collectionnait pour le musée d'Australie occidentale les mettait dans un sac de capture quand il plongeait. Un jour, un cône strié a lancé son harpon qui a traversé 3 couches de combinaison et l'a piqué à la fesse. L'homme a coulé. Sa femme l'a remonté sur le bateau et l'a emmené à l'hôpital. Il a survécu parce que le harpon n'avait pas complètement pénétré, il n'avait qu'effleuré la peau et injecté une toute petite quantité de venin. Lorsqu'un cône frappe, le cocktail toxique atteint le système nerveux central et provoque une défaillance cardiovasculaire. Les secours sont la seule chance de survie. Il faut être ventilé en permanence. Après la piqûre, la victime n'a que quelques minutes avant d'encourir de graves problèmes. Il n'existe pas d'antivenin spécifique. La seule solution est de maintenir le patient en vie jusqu'à ce que les toxines se dissipent. Ce sont les gens qui vous entourent qui peuvent vous garder en vie. Si les secours n'arrivent pas à temps, c'est la mort assurée. Il faut être sous réanimation cardio-pulmonaire constante et transporté à l'hôpital pour être ventilé. Sinon, c'est terminé. Une autre laisse. Ne cours pas. Cours pas. Hey. Hey. César a réussi à lui passer la laisse. Mais pour la positionner au bon endroit, le plus haut possible sur son cou, il va devoir approcher la main. Reculez. Passe-moi une autre laisse. Il faut que je la mette tout en haut. J'étais pas vraiment rassurée. Quand elle est dans cet état-là, il n'y a pas moyen de la calmer. On va se promener. Ouvrez la porte.
Personne ne lui avait encore tenu tête. Et là, elle a trouvé à qui parler. Quand César parvient enfin à lui passer la laisse, il l'entraîne aussitôt dehors en terrain neutre. Elle est à cran, là. Elle a déjà mordu des gens. Et elle pourrait mordre la grand-mère. Comme vous pouvez le voir, elle porte un harnais. Personne ne lui a appris à marcher en laisse. Elle ne sait pas marcher en laisse. Elle ne sait pas ce que c'est. Je l'ai emmenée se promener pour qu'elle puisse évacuer son stress. Mais aussi pour voir si elle avait moyen de la faire obéir à des ordres très simples. Parce que c'est un chien qui n'a jamais été dressé. C'est bien, c'est bien. Enfin. Pas bouger. Super. C'est bien qu'elle ne réagisse pas au chien qui aboie là-bas. Elle n'a pas envie de se battre. Le chien agressif, lui, il se pose pas de questions. Quand il sent qu'un chien cherche la bagarre, il y va. Regardez-les. Cause toujours, tu m'intéresses. Ça aide à maîtriser la balade. On va rentrer maintenant. On va se retrouver dans la cour. Dites-leur qu'on arrive. César retourne chez les Johnson pour voir comment Luna, qui est maintenant plus calme, réagit quand quelqu'un frappe à la porte. Tu vas pouvoir frapper à la grille, Todd. À toi. Et voilà. On n'est pas allé bien loin. On a juste fait le tour du pâté de maison. Mais là, comme vous pouvez le voir, elle est fatiguée. Elle a l'air exténuée. Son cerveau ne réagit plus. Elle est épuisée. C'est comme nous, on ne réagit plus quand on est fatigué. Très juste. Ça, c'était une mise en condition. Maintenant, ce que je veux, c'est modifier son comportement durablement. Et ça passe par la répétition. La plus grande araignée de la planète est à la fois énorme et mortelle. L'araignée Goliath vit dans la forêt amazonienne, au Venezuela. Elle fait la taille d'une assiette. Ce monstre fait l'objet de mythes et de légendes, car peu de spécimens ont été observés dans la nature. Elle inspire les plus grandes craintes, et à juste titre. Elle a une envergure de près de 30 cm et pèse 170 grammes. Elle est si grosse qu'elle se nourrit de souris et même d'oiseaux. Comme l'araignée sauteuse, l'araignée Goliath chasse en embuscade, en se tapissant dans des endroits sombres. Mais ce géant a des ennemis dans la forêt tropicale. Elle ne va pas prendre de risques avec ce rongeur. Et sa meilleure défense, c'est l'attaque. Lorsqu'elle se sent menacée, elle se frotte l'abdomen, projetant des milliers de petits poils dans l'air, qui sont autant de mini-harpons s'abattant sur l'ennemi. Chaque poil est extrêmement pointu et doté de pointes recourbées à une extrémité. Les poils se plantent dans la chair de l'ennemi, provoquant une vive douleur et des démangeaisons. La menace est passée. L'araignée peut donc retourner à sa chasse. Avec la tombée de la nuit, la forêt s'éveille. L'araignée Goliath mange absolument de tout. Ses petits yeux étant peu adaptés à la chasse de nuit, l'araignée compte sur son sens le plus développé, le toucher. Un gecko arrive à point nommé. Le reptile semble ignorer qu'il n'est qu'à quelques centimètres de la plus grosse araignée de la planète.
Les terribles crochets de l'araignée s'enfoncent dans le gecko, lui injectant du venin paralysant dans le sang. Très vite, les organes du reptile s'arrêtent de fonctionner et les enzymes du venin commencent à le digérer de l'intérieur. Contrairement à la plupart des autres poissons, l'anguille électrique a besoin d'air pour respirer. Lorsqu'elle remonte à la surface, elle a souvent l'occasion de rencontrer un autre carnivore célèbre de l'Amazone, le caïman. Visiblement, cet animal n'est pas très malin. Cette fois, celui-ci s'en sortira. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce pêcheur brésilien vient de capturer une anguille électrique. Il n'a pas l'intention de manger sa prise, mais il est bien le seul. Ce caïman, lui, veut bien en faire son repas. Va-t-il y arriver? Raté. En décidant de mordre, le reptile a scellé son destin. Le poisson libère sa décharge pendant près de 40 secondes. Le caïman va finir par payer au prix fort son amour pour les sushis électriques. Des siècles de cohabitation avec les dragons lents et pesants ont émoussé l'instinct de fuite des cerfs. Drogo est programmé pour tuer, mais il n'est pas conçu pour courir après un cerf au pied agile. Il compte sur son venin pour infliger à sa proie une mort à libération lente. Il suffit qu'il l'approche suffisamment pour mordre. Le cerf a le temps de boire avant que Drogo parvienne à portée de frappe. Mais il fait une erreur fatale. Le cerf a baissé sa garde. Il a eu tort. Les dragons sont tout sauf prévisibles. Une seule morsure et Drogo aura assuré son repas. Une attaque réussie libère son venin. Sous la pression de la morsure, les glandes placées sous ses gencives injectent des protéines toxiques dans les canaux entre ses dents. Le venin s'infiltre dans la blessure et pénètre dans le système sanguin. Il contient des anticoagulants qui provoquent des hémorragies. La victime s'éloigne en boitant, sous le choc. Elle a réussi à s'échapper, mais ses jours sont comptés. Elle finira par se vider de son sang.
Cette sentence de mort lente permet aux dragons de chasser les grandes proies dont ils ont besoin pour nourrir leur masse imposante. Drogo n'a plus qu'à attendre, et c'est son point fort. Un jeune dos argenté s'est installé d'un côté de l'étang, ce qui provoque la jalousie des autres. Des mâles à dos noir, plus jeunes que Zaha, s'approchent. Vu leur démarche, ils n'ont visiblement pas peur. Ils sont 5 contre 1. Mais le jeune dos argenté a des choses à prouver. S'il arrive à convaincre les femelles qu'il a les qualités qu'il faut, elles accepteront peut-être de venir le rejoindre. Le chef des dos noirs est presque aussi gros que Zaha, et il se sent de taille à le battre. Mais Zaha prend le dessus et laisse son adversaire avec une sale morsure à l'épaule. Tous les jeunes dos argentés doivent faire leurs preuves. Ce genre de victoire contribue à leur donner de l'assurance et à asseoir leur réputation. Au Japon, un canal d'apparence paisible abrite un des plus gros amphibiens au monde. La salamandre géante. Longue de plus d'1,5 mètre et pesant près de 25 kg, c'est le prédateur subaquatique par excellence. Comme tous les gros animaux qui chassent dans des espaces confinés, elle a une gueule inhabituellement grande. Les côtés de ses mâchoires peuvent s'ouvrir indépendamment l'un de l'autre, ce qui lui permet d'attraper une proie en gardant une partie de sa gueule fermée. Grâce à une deuxième rangée de dents située en haut, elle est sûre de ne pas laisser échapper ses victimes. La salamandre géante mange tout ce qu'elle trouve. Mais son régime alimentaire comporte aussi un mets bien particulier. Ses congénères. Ce mâle a élu domicile dans un tuyau. Il veille sur sa couvée de 500 œufs. Ceux-ci mettront 3 mois à éclore. Il faudra ensuite 10 ans à ces amphibiens pour atteindre l'âge adulte. Ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Non loin de là, un autre mâle cherche un nid à attaquer. Les salamandres géantes sont incapables de fixer un objet avec les 2 yeux en même temps. Elles ne voient que des contours flous. En revanche, leur corps est recouvert d'organes sensoriels, avec lesquels elles perçoivent les mouvements dans l'eau. Elles peuvent même détecter le faible champ électrique émis par les autres animaux. Mais aujourd'hui, le chasseur n'a pas repéré le père de famille qui garde son antre. Celui-ci attaque. En à peine 50 millisecondes, les muscles de sa gorge se contractent, créant un vide d'air qui aspire le chasseur avec une force équivalente à celle d'un dragster en pleine accélération. Celui-ci ne pouvant pas ouvrir la gueule, il ne peut pas répliquer. Il risque d'être décapité. Le stress déclenche chez lui un système de défense. Des glandes réparties sur l'ensemble de son corps sécrètent une substance chimique venimeuse à l'odeur d'ammoniac, conçue pour repousser ses agresseurs. Le chasseur parvient à s'échapper avec sa tête. Le père de famille a réussi à protéger ses œufs. Maintenant, il a intérêt à se reposer. Bientôt, il aura 500 rejetons à sa charge. Look at that
Les membres de l'équipe restent toute la nuit aux côtés du petit en attendant l'aube. Toutes leurs connaissances et tous leurs espoirs au sujet de ces animaux sont désormais suspendus à la vie ou à la mort du jeune beluga. À l'instar du petit échoué ou de ses bébés de l'Arctique, la plupart des jeunes naissent gris et ne deviennent blancs qu'au bout d'environ 10 ans. Les adultes ne dépassent pas les 3 à 4 mètres de long. Ce sont des adeptes de la glace et du froid. La plupart vivent en effet à des milliers de kilomètres au nord du fleuve Saint-Laurent. L'océan Arctique est leur environnement de prédilection. Depuis leur couleur de peau jusqu'à leur épais blanc de baleine, en passant par leur dos dépourvu de nageoires qui leur permet d'évoluer sous la glace, les belugas sont faits pour les contrées les plus nordiques de notre planète, notamment les labyrinthiques îles arctiques du nord de l'Amérique, de la baie d'Hudson au pôle Nord. Ce sont des cétacés particulièrement bruyants. Certains de leurs sons s'entendent depuis la surface de l'eau. Mais les chercheurs qui les écoutent sous l'eau, grâce à des hydrophones, entendent toutes sortes d'appels, de sifflements et de claquements. Je suis amoureuse d'eux. C'est une espèce étonnamment sociale, acoustique et tactile. Imaginez que vous êtes un beluga ici, dans l'Antarctique, où il fait nuit noire plusieurs mois par an, où il n'y a pas de soleil et où il faut se déplacer au milieu de la glace. Les sons sont aussi importants pour eux que la vision pour nous. Ils en ont besoin pour communiquer entre eux, pour établir leurs interactions sociales. Son œil, 8 fois plus performant que celui des humains, possède 2 fovéas qui lui permettent de voir en même temps devant et sur les côtés. Ajoutez à cela une excellente ouïe, une envergure de 2 mètres, un bec puissant et des serres acérées, et on ne s'étonne pas de le voir régulièrement enlever de jeunes bouquetins. Au sommet des Alpes, la végétation éparse offre peu de cachettes. C'est un terrain de chasse idéal pour le rapace. Du haut des airs, l'aigle royal peut distinguer un repas potentiel à plus de 2 km. Ce lièvre variable, camouflé par sa livrée hivernale, ne se rend pas compte qu'il a été repéré. L'aigle replie légèrement les ailes et amorce un vol plané descendant. Plus il se rapproche de sa cible, plus sa vitesse augmente. Mais le rapace ne se doutait pas qu'il allait être trahi. Une nuée de perdrix des neiges donne l'alerte et la victime désignée détale. Avec une vitesse de pointe de près de 70 km/h, le lièvre variable distance finalement la plupart des prédateurs terrestres. Mais l'aigle royal est l'une des créatures les plus rapides de la planète. Il atteint 250 km/h en piqué. Le lièvre a peu de chances d'en réchapper. Dans cet environnement impitoyable, seuls les plus forts parviennent à subsister. Cette créature flamboyante est un poisson-lion. Originaire du Pacifique Sud, le poisson-lion est une espèce très invasive.
Il est probable que des spécimens destinés à être mis en aquarium aient été relâchés dans la mer. Ce pique-assiette a la fâcheuse tendance de dévaliser le frigo grâce à son estomac pouvant augmenter jusqu'à atteindre 30 fois sa taille. Il décime des écueils entiers, les laissant vides de toute vie marine. Et malheureusement pour les prédateurs habitant les lieux, il dissimule une arme. Les épines dorsales, ventrales et anales de ce spécimen sont très venimeuses. Au contact de celle-ci, un fourreau protecteur se rétracte, révélant une pointe aussi affûtée qu'une aiguille. La gaine fait alors pression sur une glande remplie d'une toxine neuromusculaire et l'épine sécrète alors le venin directement dans le corps de la victime. Ce venin provoque des douleurs atroces, des difficultés respiratoires et paralyse même la victime, ce qui dissuade la plupart des prédateurs. Aujourd'hui, ce poisson-lion va faire la connaissance de son ennemi juré, le mérou de Nassau. Dans ces eaux poissonneuses, le mérou tient le rôle du videur, et la tête de ce pique-assiette n'a pas l'air de lui revenir. Les mérous peuvent avaler des poissons de la moitié de leur taille. Mais l'apparence inquiétante du poisson-lion le fait hésiter. Il s'approche, mais le pique-assiette dirige ses épines venimeuses vers la tête du mérou. Ce dernier ne recule pas. Il pousse le poisson vers la surface. Il cherche un meilleur angle d'attaque. Et ce qui est sur le point de se passer est une première dans l'histoire des films animaliers. Le mérou de Nassau éloigne le poisson-lion venimeux d'un récif et le pousse vers la surface. Le mérou s'apprête à chasser le poisson-lion et pourquoi pas à en faire son casse-croûte. Mais il oublie un détail. Les épines du poisson-lion sont venimeuses et le mérou en fait les frais. Elles contiennent une toxine neuromusculaire pouvant provoquer la paralysie. Étonnamment, le mérou ne bronche pas. Son ouverture de bouche est si rapide qu'il engloutit tout cru l'importun et son poison. Ces images qui montrent un mérou attrapant un poisson-lion sans intervention humaine sont inédites. Une seule question subsiste. La toxine est-elle en train d'agir? Si c'est le cas, ce poisson-lion pourrait bien être le dernier repas de ce mérou.